Bonjour à tous et à toutes, nous sommes sur Twitch, sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. On est le 26 janvier 2024, il est 10h en France et 18h au Japon. Qui s'est dit que ce serait une excellente idée que d'aller frôler les moins 10 Kelvin. Mais l'échelle Kelvin, elle peut pas aller dans les nombres négatifs. Eh ben, venez voir et dites-le à celui ou celle qui gère la température de Tokyo, qui a faxé la mauvaise information. Moins 10 Kelvin, je vous dis, il fait vraiment froid. Mais vous le savez, cette froideur ne m'empêchera pas de réchauffer les cœurs avec ce nouveau numéro de Soft Power, votre matinale pop culture préférée du royaume champignon, à l'exception de toutes les autres. Fin prêt, comme toujours, à traiter l'actualité pop culture de la semaine passée en laissant la plus large place possible aux travailleurs et travailleuses culturelles qui la font. Le tout sur fond d'extraits de bandes originales d'animés, histoire de monter la température encore d'un cran. Cette semaine dans Soft Power, les gens, une émission baptisée, vous me pardonnerez mon langage, je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule, c'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute, en référence à cette tirade d'Orson Welles dans La Classe américaine, puisqu'on parlera, il le faut, du jeu vidéo Palworld, développé par le studio Pocket Pairs. Palworld, vrai, faux, plagiat de la franchise Pokémon, vrai, faux jeu boosté à l'intelligence artificielle, vrai, faux, bon jeu également, qui non content de faire le sel des articles de presse spécialisés, mais aussi des internautes mécontents sur X, est aussi un succès commercial complètement fou qui empêche de passer à côté. Et ça tombe bien, passer à côté, on ne fera pas, comme le disait Maître Yodo, petit Jedi vert version Palworld aussi, j'imagine. On ira également faire un bond dans l'espace aux côtés de Ken, le personnage principal de Star Pets, la nouvelle série d'animation estampillée Ubisoft Film and Television, en collaboration avec Eric Judor, qui aura pour mission de donner une seconde vieillesse à la franchise vidéoludique des Lapins Crétins. Et surprise, ça a l'air plutôt cool, vous verrez ça. On parlera également de la 96e cérémonie des Oscars, dont l'annonce des nominations s'est faite ce mardi. Ce sera l'occasion de faire un débrief de ce qu'elle nous révèle de certaines tendances de l'industrie et de bien se frotter les mains suite aux 5 nominations pour le film Anatomie d'une chute de Justine Triet. Ça devait être cocorico partout, sauf au ministère de la Culture et dans les hautes instances du CNC. On reparlera de tout ça. On fera également le point sur 2 industries, les gens, musique et jeux vidéo, puisque début d'année oblige, bon nombre de sites spécialisés ont présenté leur bilan 2023 avant d'avancer leur prospective pour 2024. On essaiera de faire le tour d'un peu tout ça pour tenter de savoir à l'avance à quoi vous ressemblez les prochains mois dans Soft Power. Spoiler, ils risquent quand même de beaucoup ressembler à ceux de 2023. On prendra également l'avion pour nous rendre, une fois n'est pas coutume, aux Philippines pour parler d'I Am Not Big Bird, production cinématographique d'envergure avec l'une des plus grandes stars locales, Enrique Gil, qui s'est donné pour mission avec ce nouveau film d'atteindre l'international et de sortir du carcan très populaire dans le pays des comédies romantiques. Vous verrez ça aussi. Mais les gens, vous le savez, avant de parler de tout ça, je vous propose qu'on revienne aux fondamentaux de Soft Power avec une vraie bande-annonce de la semaine cette fois-ci. Des clés de bras, des claques dans la tétasse, des gars tatoués, la gueule en sang qui disent « Je trouve les gens un peu agressifs dans le coin » avant de se lancer dans une course-poursuite de bateaux encerclés d'explosions. Que demande le peuple ? Peut-être un cerveau cette fois-ci. Avant qu'on commence, t'as une assurance ? Quoi ? T'es bien couvert, ça rembourse les frais dentaires. Oh. Y a un hôpital dans le coin ? Il est loin ? À environ 25 minutes, je dirais. Oh, je viens de te gifler, ça va aller ? Quoi ? Alors comme ça, vous aimez vous battre ? Et vous gagnez ? Y a jamais de vrai gagnant. Vous êtes pas à l'hôtel ici, l'ami. Je pars, je m'en vais. Un ami m'a conseillé de venir te voir. Je tiens un Roadhouse, un de ces bars en bord de route. Depuis un moment, ça attire une mauvaise clientèle. Je te paierai bien. Vu l'état de ta caisse, t'en as grave besoin. J'adore ma caisse. Réfléchis-y. Je sais qui t'es, toi. Elwood Dalton. Je suis un de tes fans. Ce type cache un couteau sous sa chemise. Tu recules d'un pas et tu lui mets immédiatement une droite. Tu vas y arriver. Parle-moi de ce videur. Il est tout cool, tout gentil. On croirait Mère Teresa ou je sais pas qui. Puis d'un seul coup, il te met une vraie raclée. C'est un gars intéressant, au final. Brand fait tout pour que le Roadhouse ferme. Il veut construire une saloperie d'hôtel pour des gros cons de riches.
Il faut que je vous avertisse. Ici, les gens règlent les conflits à leur manière. Salut les filles! Je vois qu'il y a une fête à tout casser ce soir! Alton! J'ai un conseil pour toi. Laisse jamais quelqu'un t'approcher d'aussi près. Laisse-moi deviner, tu vas me menacer pour me pousser à quitter la ville? J'ai la nette impression qu'on peut pas te faire peur. Quand Nox est sur le coup, c'est que c'est réglé, mon petit biquet. C'est dur de me mettre en colère, mais quand je le suis, j'ai aucune retenue. Les gens ont l'air un peu agressifs dans le coin. Et lui, c'est un de vos amis? Non, je vais juste péter le bras. Je vous propose, on parle un petit peu des premières images de ce Roadhouse, remake du film américain de Roddy Harrington de 1989. Roddy Harrington qui troque sa casquette de réalisateur à Doug Liman pour cette version 2024. Bonne nouvelle, Doug Liman, vous le connaissez, La mémoire dans la peau, Edge of Tomorrow, c'est lui. Et moi, j'ai plutôt bien aimé Jumper avec Hayden Christensen avant sa triste disparition. Enfin, vous inquiétez pas, il est pas mort, il était juste mauvais. Et Doug Liman qui visiblement avait un petit peu de temps libre avant de très littéralement envoyer Tom Cruise dans l'espace pour son prochain film. On retrouvera au casting de cette nouvelle mouture de Roadhouse à la place de Patrick Swayze, Jake Gyllenhaal, un des acteurs les plus brillants de sa génération, je pèse mes mots, qui a malheureusement pour talent principal de ne faire ces dernières années que des choix de carrière absolument désastreux, sauf ce Roadhouse, en tout cas je l'espère. Jake Gyllenhaal qu'on retrouvera donc aux côtés de Daniela Melchior, qu'on est beaucoup à avoir découvert dans le Suicide Squad de 2021, aux côtés de Billy Magnussen, mais surtout aux côtés du célèbre Conor McGregor, monstre du MMA pendant des années, champion catégorie poids plume, champion catégorie poids léger et aussi champion, il faut le dire, de problèmes judiciaires, notamment d'agressions sexuelles et de bagarres avec tout un tas de gens. Petit aparté très court, je vous laisse imaginer le contenu de ces positions politiques publiques très anti-immigration pour celui qui est régulièrement défini comme proche des courants fascistes irlandais, a fortiori dans un contexte où il envisageait il y a même pas un mois encore la présidence de l'Irlande. Tu m'étonnes que son nom soit même pas sur l'affiche malgré son énorme notoriété. Fin de l'aparté. Pour revenir à Roadhouse, on suivra les tribulations d'un ancien combattant des poids moyens à l'UFC qui, reconverti dans un boulot, dans un relais routier des Florida Keys, va découvrir, je cite le synopsis, que les choses ne sont pas tout à fait ce qu'elles semblent être. Bon, il va mettre des claques, quoi. Et ces claques, on les aura attendues, puisque le projet de remake du Roadhouse original, qui était pourtant un petit peu naze de mémoire et qui avait d'ailleurs été nominé aux Razzie Awards de l'époque dans la catégorie pire film, pire acteur, pire réalisateur, pire scénario. Bref, ce projet de remake date déjà de 2013. À l'époque, la Metro-Goldwyn-Mayer Pictures avait commencé le développement d'un film sous la houlette de Rob Cohen. Mais vous connaissez le jeu des chaises musicales, vous êtes habitués maintenant. Rob Cohen quitte le projet, puis c'est au tour de Nick Cassavetes d'arriver et de repartir avant de passer le relais à Doug Liman en 2021 avec Jake Gyllenhaal sur un scénario d'Anthony Bagarozzi et de Charles Mondry. Et tout allait bien dans le meilleur des mondes du bourre-pif, a fortiori que les premières projections presse ont été très positives sur le rendu final. Tout allait bien jusqu'à ce que ce mercredi, le réalisateur Doug Liman annonce au micro de Deadline qu'il boycottera la première du film pour protester contre le contournement des cinémas par Amazon au profit d'une sortie directement sur sa plateforme Amazon Prime. Une gigantesque douille de la part de l'entreprise qui avait récemment annoncé, rappelez-vous-en, on en avait parlé dans l'émission, l'injection d'1 milliard de dollars dans ses productions pour que celles-ci soient diffusées en salle. Ce qui devait caractériser pour Amazon, en tout cas c'était les mots des équipes marketing, le plus grand engagement envers les cinémas d'une société Internet. Bah c'est raté, et c'est d'autant plus raté que le film Roadhouse s'est fait sous l'égide du studio MGM qu'Amazon avait racheté, mais qui avait encore cette image de producteur de films de cinéma. Ouais, mais alors en fait non, c'est finalement pris Doug Liman un peu à la dernière minute, une nouvelle qu'il a un petit peu échaudée, je le cite, Amazon vendra plus de grille-pain si la plateforme compte plus d'abonnés, elle aura plus d'abonnés si elle n'a pas à concurrencer les salles de cinéma, un ordinateur pourrait trouver cette solution élégante aussi facilement qu'il pourrait résoudre le réchauffement climatique en tuant tous les humains.
Ok. C'est plus une pente glissante à ce niveau, hein, c'est une piste de bobsleigh, mais d'accord. Et je continue de le citer, mais un ordinateur ne sait pas ce que signifie partager l'expérience de rire, d'acclamer et de pleurer avec un public bondé dans une salle sombre. Et si Amazon parvient à ses fins, les futurs publics ne le sauront pas non plus. D'accord. En fait, les claques, c'était aussi en dehors du film. Dans son interview pour Deadline, Doug Liman raconte qu'il a tenté de forcer les mains d'Amazon pour une sortie en salle sans succès, qu'il a tenté de passer par d'autres diffuseurs qui auraient pu permettre la projection sur grand écran. Là non plus, aucun succès. Sacré retour de bâton pour celui qui a produit bon nombre de films à destination des plateformes de streaming. Aïe. Le boycott ne changera très probablement pas la trajectoire de sortie du film, mais il a au moins le mérite de mettre la lumière sur la cannibalisation toujours plus forte du cinéma par les plateformes de streaming. Roadhouse, le remake, ce sera sur Amazon Prime et très certainement que sur Amazon Prime à partir du 21 mars prochain. Doug Liman précisait dans son interview qu'il n'y avait au fond rien de plus amusant qu'une bonne bagarre dans un bar. Encore aurait-il dû préciser, dans un bar au cinéma. Pour un Zelda Tears of the Kingdom, les joueurs sont plutôt rapidement passés à autre chose en vérité. Et pour cause, des nouveaux jeux, il y en a vraiment tout le temps. Tenez, par exemple sur Steam, c'est pas moins de 14 535 jeux qui ont été publiés dans le catalogue de Valve d'après les données de Steam Database. Des chiffres qui explosent le record de la plateforme établie en 2022 avec 12 559 jeux publiés cette année-là. 182 millions, c'est le nombre de jeux PC et consoles qui ont été vendus en Europe en 2023, un chiffre marquant, ainsi une hausse de 1,7 points par rapport à l'année dernière, un chiffre largement drivé par les excellentes ventes de eSport FC 24 en première position sur l'année, suivi de celle de Hogwarts Legacy, de FIFA 23, de Call of Duty Modern Warfare 3 et de GTA 5 en 5e position. Tranquille, le jeu est sorti en septembre 2013, tout va bien. Et si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est que c'est 1,7 points de croissance par rapport à l'année dernière. Eh bien, c'est à la fois pas grand-chose et en même temps le témoin de beaucoup de choses dans l'industrie du jeu vidéo pour 2023 et vous vous en doutez pour 2024. Si je vous dis ça, c'est aussi parce que bon nombre de sites, de journaux en ligne et d'analystes de l'industrie sur les réseaux s'en sont donnés à cœur joie ces derniers jours pour décrypter ce qu'a été 2023 pour le jeu vidéo et réfléchir, voire faire de la prospective pour ce que pourrait être le médium pour 2024. Avant de rentrer dans les détails, notamment en partageant les réflexions assez chouettes de l'analyste Matthew Ball qui s'est dit que ce serait sympa de sortir l'équivalent d'une thèse pour parler du sujet. Je vous mets évidemment le lien en description, vous le savez. Je mets ici et là un petit trigger warning. Si vous vous étiez levé ce matin de bonne humeur, positif ou positive quant à l'avenir, prêt et prête à affronter un jour nouveau, sautant de flaque en flaque et jubilant devant le dernier lièvre soulevé dans le scandale Amélie Oudéa Castéra, eh bien revenez dans 5 minutes parce que s'il y a bien une chose sur laquelle à peu près tout le monde est d'accord, à part certains ou certaines vidéastes jeux vidéo dont la fabrique d'optimisme est d'œillère et le métier, c'est que l'année 2024 s'annonce pas tout à fait rose pour l'industrie du jeu vidéo, loin de là, parce que si l'année 2023 a été faste en apparence, pleine de grands jeux, de rachats exceptionnels, Activision Blizzard King pour presque 70 milliards de dollars, de développement de ces nouveaux réseaux sociaux que sont Fortnite et Roblox, de nouvelles machines enfin disponibles, de l'arrivée des plateformes de streaming dans le jeu vidéo, du jeu vidéo dans des productions audiovisuelles à succès et de qualité, et de productions audiovisuelles ou textuelles dans des jeux vidéo aussi, eux aussi de qualité, comme en témoignent les succès critiques et commerciaux malgré les controverses largement méritées de Hogwarts Legacy et de Star Wars Jedi Survivor. 2023, c'est aussi une année extrêmement brutale pour le jeu vidéo. Vous le savez si vous suivez régulièrement l'émission, 2023, c'est aussi et peut-être surtout cette année où 10 500 travailleurs et travailleuses du jeu vidéo ont été licenciés, 2000 de plus qu'en 2022, et ça sans compter les déclarations incomplètes et tous les métiers autour de la technique du jeu vidéo, tels que les journalistes spécialisés dont beaucoup ont été mis à la porte durant l'année, du côté de chez Kotaku ou du Washington Post, pour ne citer que, des licenciements souvent justifiés par des effets post-Covid, a fortiori par une très faible croissance des revenus d'une industrie qui sous-performe largement la plupart des secteurs, du fait de l'augmentation drastique des coûts de développement des jeux, d'une inflation record, marquant au global, en prenant en compte l'inflation, que l'industrie
l'industrie du jeu vidéo a enregistré une baisse de 12% de ses revenus par rapport à 2021. Côté coût de développement, dans son article récapitulatif, l'analyste Matthew Ball compare notamment, à titre d'illustration pour se faire une bonne idée de ce que c'est, les différents jeux Spider-Man du studio Insomniac Games, de parfaits représentants de ces nouveaux blockbusters à énorme budget du jeu vidéo moderne. Le premier titre, sorti en 2018 sur PlayStation 4, aurait bénéficié d'un budget de 100 millions de dollars, 156 pour son spin-off sorti en 2020 sur PlayStation 5 et très certainement plus de 300 millions de dollars pour Marvel Spider-Man 2, sorti le 20 octobre dernier. 300 millions de dollars, les gens, c'est énorme. C'est quasiment le budget du film Avengers Infinity War. C'est ce que la multinationale française Publicis a annoncé hier, qu'elle allait injecter dans l'intelligence artificielle en 3 ans. C'est aussi la somme que réclame l'animateur Arthur à Nespresso pour une sombre affaire d'histoire de capsules biodégradables. Je ne savais pas trop quoi faire de cette information, je vous l'offre. Voilà, c'est cadeau, vous me remercierez plus tard. Bref, une augmentation colossale des coûts qui implique toujours tout un tas de changements structuraux dans l'industrie dont il faut évidemment envisager la continuité, vous l'imaginez bien, pour 2024, à savoir, entre autres, la difficulté de parier sur de nouvelles propriétés intellectuelles, la concentration toujours plus forte des revenus autour de quelques grandes franchises, autour de quelques créateurs et créatrices, surtout autour de créateurs quand même, et autour des désormais même super entreprises. Mais c'est pas tout, puisqu'il faut également s'attendre pour 2024 à toujours plus de sous-traitance à l'étranger pour profiter d'une main-d'œuvre externalisée mal payée, travaillant dans des conditions toutes pétaxes, notamment en Malaisie, comme on avait pu déjà en parler dans l'émission, mais aussi en Amérique centrale, et ce de plus en plus également, même pour des jeux de moindre coût. Beaucoup plus de transmédia aussi en direction du cinéma et des plateformes de streaming. Transmédia qui se présente et se présentera de plus en plus comme un élément incontournable pour la continuité de l'industrie du jeu vidéo à un tel niveau. Bien sûr, il faudra également s'attendre à davantage de publicité dans les jeux. Rappelez-vous toutes les actualités récentes autour des tests de publicité intrusive chez Ubisoft. S'attendre aussi à une forme d'uniformisation technologique des appareils afin de favoriser le plus possible le multi-support, y compris sur mobile. S'attendre enfin à davantage d'investissement dans le contenu régional, comme EA est en train de le préparer pour sa nouvelle franchise de jeux de foot. Et peut-être aussi s'attendre, bien sûr, à un renforcement des tendances liées aux intelligences artificielles génératives dans l'industrie. Matthew Ball racontant dans son article que beaucoup de dirigeants de l'industrie du jeu vidéo qu'il avait pu rencontrer ces derniers mois lui avaient dévoilé en off, attendre beaucoup de ce côté-là, notamment de cette possibilité rêvée par beaucoup d'actionnaires de faire pareil pour 5 fois moins cher avec 4 fois moins de monde. Et si je spécifie 4 fois moins de monde, les gens, vous comprenez bien de quoi je veux parler, parce que l'une des grandes tendances de 2024 pour le jeu vidéo, c'est qu'il va s'agir, et probablement loin devant 2023, de l'année de tous les licenciements. On est le 26 janvier, les gens. On a déjà quasiment atteint les 6000 licenciements en ce début d'année, plus de la moitié de ceux de 2023 en à peine un mois. Le studio Riot Games ayant évidemment bien aidé, puisque ce lundi, le géant du jeu vidéo derrière le monstrueux succès de League of Legends et derrière la série Arcane pour Netflix a annoncé le licenciement de 530 de ses employés, soit 11% de son effectif total. Et c'était sans compter sur l'annonce hier soir côté Microsoft du licenciement de 1900 personnes dans sa division jeux vidéo suite à une restructuration elle-même faisant suite à l'acquisition d'Activision Blizzard King. Et si ces licenciements sont déjà très importants et devraient largement s'étendre durant l'année, ils ne seront pas seuls. C'est en tout cas ce que certains acteurs de l'industrie ont anonymement souligné au micro de Game Industry cette semaine. Je cite un des intervenants, les gens: si 2023 était l'année des licenciements, 2024 sera l'année des fermetures. Pas seulement les développeurs, mais aussi les éditeurs, les médias, les sociétés de services. Il y a tout simplement trop d'entreprises non rentables dans le jeu vidéo. Nous envisageons jusqu'à 2 ans de douleur. Un tableau bien noir pour l'année 2024 qui aurait peut-être mérité d'être légèrement contrebalancé par ce qui m'a semblé être aussi l'une des grandes tendances de 2023 dont parlent finalement assez peu d'articles: le regroupement des travailleurs et des travailleuses culturelles du jeu vidéo. Cette semaine, on a appris notamment que le syndicat Independent Workers Union of Great Britain avait vu ses effectifs augmenter de près de moitié entre décembre 2022 et décembre 2023, notamment suite à ces licenciements massifs de l'industrie. Mais on peut aussi se rappeler que Microsoft avait reconnu en janvier l'année dernière le syndicat Zenimax et qu'il y a quelques semaines avait été annoncé l'embauche de 77 travailleurs contractuels en tant qu'employés à temps plein au sein de ce syndicat nouvellement reconnu, syndicat ayant permis les gens de déboucher sur un accord permettant aux travailleurs et travailleuses de l'assurance qualité
d'obtenir un meilleur salaire, des congés payés et des congés maladie, ainsi qu'un exemplaire du jeu Starfield. Bon là je pense qu'il y en a quand même 2-3 à la QA qui ont dû se demander si c'était pas une tactique anti-syndicale tellement le jeu est éclaté, mais non, c'était un gage de bonne foi en réalité, oui, c'est vrai que c'est pas forcément facile de faire la différence. Et on pourrait aussi citer le syndicat des travailleurs et des travailleuses du jeu vidéo et Solidaire Informatique en France, autant que les syndicats présents chez CD Projekt Red, chez Sega of America, chez Keywords Studio, chez Avalanche Studio ou encore chez Nintendo. Je déconne, pas chez Nintendo, désolé mais les représentants syndicaux sont dans un autre château. On n'a qu'à dire que ce sera pour 2024. Des regroupements souvent vitaux pour les travailleurs et travailleuses de l'industrie qui y voient là une possibilité de reprendre la main sur différents rapports de force auxquels ils sont soumis. Et c'est sans doute ces regroupements qu'il faudra garder en ligne de mire pour celles et ceux qui font le jeu vidéo aujourd'hui et qui essaieront encore de le faire demain, ici et ailleurs. Et ça, il me semble que c'est au moins un bel espoir auquel on peut se raccrocher. Force à vous, les gens, force à vous. Pero parang hindi pa rin tayo nag-grow. I'm sorry, but I'm done. I'm done with your small, little... So what kung mali? Minahal ko naman siya. So ano yung plano? Be the bigger man. This will be the best day of our lives. Diyan, nawawala na ata tayo eh. Do you know where the massage is? You know the massage? Aray! Aray ko! Ganun lang sila mag-welcome ng turista dito? Big Bird, Big Bird. Yung Chinaya. Humingi nga tayo ng tulong. We need tour guide. Tite! Sawadee krap. You call my name? Your name is Titi? Yes, Project Titi. Can you take us somewhere happy? Happy. Oh! แน่ใจมากเดบล่าว่าคือบิ๊กเบิร์ดตัวเป็นๆเลย สวัสดีค่ะ Kumukha mo nga, man. Can't believe I'm here with the legend. Why you disappear, Big Bird? Me? Big? I will hit your penis! Big Bird! Fuck you! Not Big Bird! Hindi ba kaya magpanggap hanggat makauwi lang tayo? We owe them the truth mo. Wala na akong issue sa maliit mong titi. Pero never ka magkakaroon ng bayad. I can be the bigger man. Nous entrons dans un marché très mondial et il est inévitable que beaucoup de films étrangers entrent dans le pays et continuent de dominer. Unissons-nous pour cette industrie que nous aimons parce que les 100 prochaines années du cinéma philippin seront une question d'unité, de compréhension de ce que nous devons faire ensemble en tant qu'industrie pour élever davantage notre art. Ça, les gens, c'est une partie du discours qu'a prononcé Marie-Lisa Dino Sequeira, la présidente du Conseil au développement du cinéma des Philippines, dans son allocution d'ouverture du Ciné Sandan, sorte d'événement pour les 100 ans du cinéma philippin qui s'est tenu en 2019 à Quezon City aux Philippines. L'objectif était clair, restructurer et réorganiser un cinéma local dont le nombre de films produits chaque année était en chute libre face au piratage et à la concurrence hollywoodienne pour tenter d'en faire au mieux une industrie désormais capable de faire face aux mastodontes étrangers, notamment face aux productions Disney qui, depuis quelques années, tenaient largement le box-office du pays. Un juste retour des choses pour un pays qui, entre 1960 et 1999, pouvait se targuer d'être l'un des plus gros producteurs au monde, aux côtés d'Hollywood, de Bollywood et de Nollywood, et pourquoi pas également viser au passage l'international, ce à quoi ont travaillé les autorités, les acteurs locaux de l'industrie du cinéma philippin ces dernières années, par l'élaboration de politiques culturelles, de soutien à l'industrie, par la mise en place de mesures contre le piratage et notamment d'alternatives au piratage, ou par le soutien technique et financier aux cinéastes indépendants, très important dans le paysage
cinématographique philippin. Et si bien évidemment les films étrangers, et en particulier ceux d'Hollywood, continuent de dominer le box-office local, ces dernières années ont vu de bien belles choses côté cinéma philippin, à commencer par Le Comte de Martica Ramirez Escobar, Léonore Will Never Die, entrée dans l'histoire du cinéma philippin en remportant le prix spécial du jury du festival du film de Sundance en 2022, ou encore On the Job The Missing 8 d'Eric Maty, nominé au 50e Emmy Awards dans la catégorie meilleur téléfilm. Et on peut aussi se rappeler que l'année 2022 avait été aussi celle du premier film philippin original sur Prime Video, ou que 2023 avait vu l'énorme succès de Rewind, la comédie romantique de science-fiction de Mae Cruz Alviar, qui a explosé le box-office philippin, mettant au passage un large taquet à toutes les productions Disney de l'année dernière. Et c'est avec ce discours de Marilisa Dino Segura en tête et cet héritage que les scénaristes Joma Labayen et Lilith Reyes, ainsi que le directeur créatif Kukay Labayen et le réalisateur Victor Villanueva, soutenu par les studios de production Black Sheep et Anima Studio, se sont lancés dans la production de ce I Am Not Big Bird, dont vous venez de voir ou d'entendre la bande-annonce si vous suivez l'émission en podcast, un film réalisé par Victor Villanueva, donc avec la star locale Enrique Gil de retour après un hiatus de 3 ans, principalement tourné en Thaïlande comme vous avez pu le constater, et avec pas mal de sous pour une production locale, le tout pour nous raconter l'histoire de Luis Carpio, un homme d'une trentaine d'années encore vierge qui, après que sa petite amie a refusé sa demande en mariage, part avec ses amis en vacances en Thaïlande, et dès son arrivée là-bas, il comprend que rien ne va se passer comme prévu et qu'il est confondu avec une célèbre star du porno local, Big Bird. Ouais, alors vous l'aurez compris à la vue ou à l'écoute de cette bande-annonce, c'est sans doute clairement pas le projet le plus fin de la Terre, ça c'est certain, même si moi j'ai clairement 4 ans dans ma tête et que le Sawat Dikok m'a fait rire plus que de raison. Mais ce qui est intéressant avec ce I Am Not Big Bird, c'est qu'il est prototypique de ces désormais grosses productions philippines qui dès la production ont un pied à l'international, à tel point que dès l'annonce de l'existence du film en juillet 2023, les studios de production ont annoncé déjà démarcher les festivals internationaux afin de dévoiler le film au monde entier en 2024. L'acteur Enrique Gil lui-même soulignant lors de ses interviews qu'il avait précisément choisi ce film en particulier parce qu'il était éloigné de ses habituelles comédies romantiques qui ont fait sa carrière, mais qui ont surtout fait et font encore très largement la majeure partie de la production locale audiovisuelle, amenant par ailleurs l'équipe du film à comparer à une Big Bird davantage à une comédie occidentale qu'à un film philippin. Et ce n'est pas tout à fait anodin que ce soit Enrique Gil qui en parle autant lors de ses interventions, son hiatus de 3 ans au cinéma ayant été largement l'occasion de travailler au contact de sa société Immerse Entertainment afin de continuer de développer une série de projets pour les plateformes de streaming type Netflix, Prime Video ou encore pour la plateforme régionale VIE. Je le cite, « Cela n'a tout simplement pas de sens que les Philippines soient le pays le plus anglophone d'Asie et que nous n'exploitions pas les marchés internationaux. Et avec I Am Not Big Bird, l'objectif est clair, je continue de le citer, les Philippines produisent beaucoup de séries dramatiques et de comédies romantiques parce qu'elles ne sont pas chères à réaliser, mais pour toucher un public plus large, nous devons briser les frontières. Au lieu de simplement vendre nos îles, nous devrions mettre en avant notre culture et nos films. » Difficile d'être plus clair dans une émission qui s'appelle Soft Power, les gens. Est-ce que ce I Am Not Big Bird sera un nouvel étendard à l'international du cinéma philippin? J'en suis pas tout à fait certain, mais peut-être, allez savoir. Début de réponse le 14 février prochain. Ça va être une sacrée Valentin, Sawat Dikok, comme dirait l'autre. Welcome to Illuminate's first annual year-end film and TV report. The genesis of this report really began with our customers and partners who have been leveraging our data to power thought leadership, white papers, and even internal studies for many years. Il y a quelques jours, Luminate, entreprise qui fournit des données et des analyses pour l'industrie du divertissement, a sorti son fameux rapport de fin de l'année 2023, un rapport dont l'objectif est de mettre en exergue les principaux enseignements de 2023 dans le secteur de la musique cette fois-ci. Si vous avez bonne mémoire, vous vous souviendrez peut-être qu'on avait déjà parlé de Luminate il y a quelques mois à l'occasion de leur rapport de mi-année, rapport très intéressant dans lequel l'entreprise avait déjà relevé 2 larges tendances de l'année 2023. D'un côté, l'influence grandissante des super fans, ces fans très dévoués qui dépensent nettement plus d'argent que le consommateur moyen et qui, selon Luminate, interagissent avec les artistes et leur contenu de 5 manières ou plus, en les suivant sur les réseaux, en achetant des produits dérivés, en mettant des étoiles sur le podcast, sur Spotify ou des commentaires sur la chaîne YouTube Lex VOD, par exemple. Voilà, super fan dont on avait parlé précisément du poids sur l'économie, notamment des plateformes de streaming qui travaillent à changer leur structure économique pour mieux les exploiter.
Et d'un autre côté, on en avait parlé également, Luminate avait aussi relevé l'augmentation de plus en plus marquée de la part d'écoute de musique étrangère dans les habitudes de consommation des auditeurs américains. Et c'était donc l'occasion pour l'entreprise de remettre le couvert en cette fin d'année. 50 marchés mondiaux à l'appui. Comme d'habitude, lien du rapport en description pour celles et ceux que ça intéresse en détail. Pour résumer, la part annuelle de contenu en langue anglaise parmi les 10 000 titres de streaming au niveau monde, incluant audio et vidéo, est passée de 67% en 2021 à 54,9% l'année dernière, une perte de 12,1 points en à peine 2 ans qui devrait s'accentuer dans les prochaines années. Dans ces fameuses musiques non anglophones qui cartonnent ces dernières années, sans surprise, les productions en espagnol sont les plus représentées puisqu'elles représentent 10% de ces 10 000 titres. On en a déjà beaucoup parlé dans l'émission, on a parlé de ce boom ces dernières années de la musique latine, même si celui-ci s'est un petit peu effrité sur l'année 2023. Espagnol suivi de l'hindie, 7,8%, du coréen, 2,4% et du japonais, 2,1%. Ok. Arigato gozaimasu. Je soupçonne quand même que j'y suis pour au moins 1 ou 2%. Je suis retombé dans les anciens albums du groupe L'Arc-en-Ciel, j'ai pas réussi à m'arrêter. On apprend également que Taylor Swift représente à elle seule 1,7% du marché américain de la musique enregistrée en 2023. C'est absurdement énorme. Que peut-on dire d'autre? On peut dire aussi que 2023, aux États-Unis toujours, les artistes ont vendu 11,8 millions d'articles physiques directement à leurs fans, ce qui est 38 points de plus que l'année dernière. Et d'ailleurs, si jamais vous vous posiez la question, les ventes de cassettes sont en légère baisse par rapport à 2022. Qui sont ces gens? Et côté vinyle, eux, tout va bien, ça se porte bien, avec une hausse de 40 points. Et qui représente la moitié des vinyles? Les gens Taylor Swift, évidemment. Aussi, on apprend que 18% des auditeurs de musique américains sont considérés comme des super fans qui dépensent en moyenne 126% de plus en produits dérivés d'artistes que les auteurs de musique moyens et 76% de plus en musique physique. Et c'est très très vrai selon le rapport, et ça ne devrait pas trop vous étonner, pour les fans d'artistes pop coréens et japonais. Luminate précise d'ailleurs que les auditeurs de J-pop sont 230% plus susceptibles que l'auteur typique de s'engager sur Patreon et sur Discord. Si jamais vous voyez popper un soft power 100% de J-pop, vous saurez donc quelle est la stratégie. Bon, il y a beaucoup d'autres choses dans le rapport. On pourrait parler également de 60% de croissance de la musique régionale mexicaine aux États-Unis, ou du fait que les Américains consomment de manière équivalente la musique de flux d'un côté et la musique de catalogue à la sortie plus ancienne de l'autre. C'est exactement comme pour moi. 50% de musique récente, 50% de mise en boucle de Kiss from a Rose de Seal. Vous vous souvenez pas de lui? Évidemment, Grammy Awards de la meilleure chanson de 96, Batman Forever avec Jim Carrey. Ouais, force à toi, Seal. On apprend également dans ce rapport que l'industrie musicale mondiale a dépassé les 4000 milliards de streams en 2023, ce qui est une augmentation de 34 points par rapport à l'année dernière et un record au passage. On apprend que l'afrobeat est un genre de plus en plus populaire un petit peu partout dans le monde, et notamment en dehors du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, au Luxembourg, pourquoi pas, aux Pays-Bas, au Portugal, en France et au Royaume-Uni. Voilà, on sait aussi que le Kenya et le Nigeria ont enregistré une énorme pénétration du streaming, respectivement de 99 et 98%, ce qui en fait des marchés de prédilection pour toutes ces plateformes de streaming. Kenya, par ailleurs, dont le genre dominant en streaming est le gospel local. Il me semble qu'on en avait déjà parlé. Bref, beaucoup de choses. Je vous invite à feuilleter le rapport dont le lien est en description. Chose étonnante qui est tout de même à noter, les gens, l'état du marché en langue hindi, dont la demande a doublé entre 2021 et 2023, et notamment en Inde, où l'on a enregistré plus de 1000 milliards de flux, ce qui en fait le deuxième plus grand volume annuel de streaming par marché, juste derrière les États-Unis, et très loin devant le Brésil, qui est le troisième marché. Sauf que, selon Luminate et bon nombre d'analystes de l'industrie, tout ceci pourrait bientôt changer dans un marché mondial où l'Inde a connu l'année dernière la plus forte augmentation annuelle de flux de musique à la demande, et où tous les analystes sérieux du marché américain s'attendent à un ralentissement de la croissance annuelle du pays. L'Inde pourrait bien, dès cette année, devenir le plus grand territoire de streaming musical du monde. Certains analystes parlent d'un pays à 4000 milliards de streams à lui seul d'ici 2030, ce qui est loin d'être déconnant, si l'on constate en même temps que le nombre de streams par habitant en Inde est très faible, 7 fois moins que les États-Unis et 4 fois moins que la France, dans un pays où les 3/4 des personnes consomment encore très largement la musique par des services pirates. Un changement de
rapports de force mondiaux qui ne manqueraient pas de davantage provoquer de changements, d'inflexions de stratégie, de politique, voire de changements structurels chez les plateformes de streaming elles-mêmes, par l'investissement dans le contenu local, par l'adaptation aux préférences des utilisateurs et utilisatrices du pays, par des modifications dans leur choix de partenariat et de collaboration, mais aussi et peut-être surtout par des modifications dans leur modèle de tarification, puisqu'il faut le rappeler, un volume de streaming en hausse ne signifie pas toujours revenu en hausse, notamment dans ces pays en très forte progression comme l'Inde, comme le Kenya ou comme le Nigeria, qui sont beaucoup dans le viseur de Luminate, où les services de streaming sont un temps forcés pour inciter et capter de nouveaux utilisateurs et de nouvelles utilisatrices, de proposer des remises, des promotions, des offres groupées, que sais-je, afin de conquérir des parts de marché avant de complètement assécher le marché et de mieux augmenter les prix. On connaît la stratégie désormais, on y est habitué. Bref, le rapport 2023 de Luminate, les gens, je sors de mon tunnel, s'il n'est pas non plus parfait et qu'il est quand même encore très américano-centré, propose tout de même un petit tour d'horizon pas dégueu du tout de l'industrie musicale mondiale, de quoi se préparer en chanson et si possible en indie à affronter 2024. Il est 18h54 au Japon, il est 10h54 en France, si je ne me trompe pas. Vous êtes toujours dans Soft Power, la matinale pop culture. C'est l'heure de la pause musicale de la semaine. Vous avez le temps d'aller au petit coin, de vous refaire un café, de monter un petit peu le chauffage. Vous êtes libre comme cette pause musicale qui, elle, n'a pas été retoquée par le Conseil constitutionnel. Quel plaisir! On se retrouve dans quelques minutes pour parler de Palworld, le jeu vidéo polémique de ce début d'année à mi-chemin entre Ark, Rust, Zelda, Breath of the Wild, Pokémon et un vieux poisson en papier Bristol qu'on aurait collé dans le dos de la prof le 2 avril parce qu'on était malade le 1er. On parlera également des Oscars 2024 afin de faire le tour des nominations, mais aussi des tendances qu'elles sous-tendent pour l'industrie. Et on jettera également un œil aux premières images de Starpates, nouvelle série d'animation signée Ubisoft et Eric Judor, au service d'un changement de cible éditoriale pour la franchise des Lapins Crétins. On verra tout ça, mais en attendant les gens, c'est la pause musicale. Ouvrez grand vos oreilles, préparez-vous à entrer dans l'ère des dieux. Bonne écoute. Vous êtes toujours dans Soft Power, la matinale pop culture du vendredi 10h midi sur Twitch, sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast.
Je rappelle que vous pouvez soutenir l'émission financièrement afin de m'aider notamment à améliorer la technique de celle-ci en passant sur ma page Patreon dont le lien est en description de la VOD ou des podcasts, voire dans le chat si vous écoutez l'émission en direct. Pour celles et ceux qui sont déjà sur le Discord de l'émission, vous savez que je vise une refonte visuelle de l'émission dans un premier temps par l'ami copain du web que vous êtes certains et certaines à connaître. Tout ceci a un coût important, les gens, donc merci infiniment à celles et ceux qui ont déjà passé le cap du soutien financier. Vous pouvez bien sûr vous abonner directement aussi à la chaîne Twitch ou avec votre Prime pour bénéficier du sub gratuit inclus dans votre abonnement. Prime qui devrait bientôt perdre de la valeur suite à des changements de politique chez Twitch. Merci patron, quel plaisir. Et bien sûr, vous pouvez également soutenir l'émission gratuitement. Pouce bleu, cloche, commentaire sur la chaîne YouTube et des étoiles sur les plateformes de podcast. C'est toujours d'une grande aide et n'hésitez pas à passer sur le Discord de l'émission. C'est toujours un plaisir de vous y croiser. Et maintenant, il y a même un coin où on met des photos de chats. C'est largement le meilleur endroit de la Terre. Tous les liens sont bien sûr en description. Vous venez d'entendre 4 Stars, extrait de la bande originale de Yukiyu na Yusha de Haru, série télévisée d'animation produite par le studio Gokumi et réalisée par Seiji Kishi et qui fait suite à la série Washi Osumi wa Yusha de Haru. Et pour mettre en valeur ce Magical Girl, les gens, rien de mieux que la patte de Keiichi Okabe en collaboration avec le collectif d'artistes Monaka qu'il a lui-même fondé. Keiichi Okabe qui a travaillé avant ça sur beaucoup d'autres animés, mais qui est souvent davantage connu pour avoir travaillé sur les bandes originales de certains des épisodes de la série de jeux de combat Tekken, pour avoir aussi travaillé sur certaines bandes originales de Taiko no Tatsujin et pour avoir travaillé et peut-être surtout sur la brillante bande originale du jeu vidéo Nier Automata pour laquelle il avait été primé au Game Awards 2017. Keiichi Okabe, dont je vous invite ainsi à découvrir le travail. 4 Stars de Keiichi Okabe, c'était le titre de la semaine sur Soft Power. It's the hottest game out right now, but the devs have been receiving death threats. Why, you ask? The CEO of the game studio Pocket Pair tweeted that their artists in particular have been receiving threats. So could the reason be that their Pokemon-like creatures look too much like Pokemon? The game itself has a lot of similarities to Pokemon, well, aside from the fact that you can use guns, give the guns to your pals, and force pals to work in a factory to make more guns, amongst a bunch of other crazy things you can do in the game. But the moment the game dropped, upon closer inspection, people started to notice that some of the pals really actually do look a lot like specific Pokemon. This thread by Cecilia Faye in particular has dozens of examples. I mean, come on. Les gens, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Palworld ? La Terre entière a entendu parler de Palworld. Les réseaux sociaux, en ce moment, c'est littéralement Gaza, Macron démission et Palworld. Fais ta news sur Palworld et on n'en parle plus jamais, s'il te plaît, de Palworld. Ok, oui, ok. Alors oui, les gens, c'est vrai, beaucoup de choses ont déjà été dites et l'exercice d'ajouter son humble pierre à l'édifice est d'autant plus complexe qu'il ne se passe plus une heure sans qu'une nouvelle information bouscule les précédentes. Mais que voulez-vous, il est bien difficile de passer à côté du phénomène. Alors, défi relevé. Palworld, c'est ce nouveau jeu de Pocket Pair, un studio de développement japonais situé à Tokyo et fondé en 2015 par Takuro Mizobe. Retenez bien ce nom, un énorme crypto-bro et en pleine reconversion professionnelle après un simili stage éclair chez Nintendo, mais surtout après avoir fait ses armes chez JP Morgan et chez Coincheck, un échangeur de crypto-monnaies dont il a participé à la fondation. Tout ça est important. Résultat, donc, début 2015, Takuro Mizobe lance le studio Pocket Pair avec des amis rencontrés lors de son séjour chez Nintendo et d'autres à l'université, avec une ligne directrice absolument pas masquée, prendre des genres de jeux existants, voire prendre des jeux existants et y ajouter des éléments uniques, comme en témoigne la première sortie du studio en 2019, Over Dungeon, mélange absolument reconnu entre les jeux à succès Slay the Spire et Clash Royale, d'où cette interview donnée au site Den Family Go Gamer, où Mizobe précisait à l'époque que pour lui, je le cite, l'industrie est pleine de plagiat et que dès lors, je le recite, la question de savoir si quelque chose est illégal ou non doit être débattue entre les parties devant les tribunaux, carrément, ce pourquoi, et je le cite une dernière fois, à Pocket Pair, on utilise tout ce qui est disponible comme bibliothèque, tout ce qui est disponible, au moins c'est clair. Très intéressant par ailleurs que dans cette interview, l'exemple qui a été choisi pour illustrer selon lui un changement générationnel en cours dans l'industrie du jeu vidéo où les nouveaux développeurs et nouvelles développeuses ont grandi désormais avec du jeu vidéo et sont donc plus enclins à fortement s'inspirer des titres qu'ils ou elles ont aimés, c'est Pokémon, on y reviendra. Bref, leur jeu Over Dungeon éclate en plein vol suite à des problèmes de contrat d'édition et ce malgré un bon démarrage. Résultat, jeu bloqué en
l'accès anticipé, ce qui d'ordinaire vous permet de jouer à un jeu non achevé pour participer à son financement, sauf que là il va juste rester non achevé du coup, et vous allez voir qu'il n'est pas le seul, ni une ni deux, le studio enchaîne très vite avec Craftopia en 2020, mélange un peu éclataxe entre les jeux The Legend of Zelda Breath of the Wild, Minecraft et Ark Survival Evolved, un jeu entièrement construit avec les assets du moteur de jeu Unity, un jeu qui va cartonner avec plus de 500 000 ventes, c'est énorme, ce qui va lui permettre de sortir de son accès anticipé. Non, c'est pas vrai, il y est toujours, notamment au motif que le jeu est absolument gaffi de bugs dont la réparation prendrait 3 vies. Sorti en 2022 de AI Art Impostor, un très similaire au jeu Gartic Phone, mais grimé d'une mécanique d'imposteur à la Among Us jusque dans le design des personnages. AI Art Impostor où vous devez dessiner tout un tas de trucs avec des IA génératives, évidemment parce que sinon c'est pas drôle. Oui, parce que je ne vous avais pas encore dit que Takuro Mizobe est aussi notoirement connu pour parler et s'extasier régulièrement sur les intelligences artificielles génératives qu'il conçoit comme l'avenir du développement du jeu vidéo et excellente façon, c'est ses propres mots, de contourner le copyright. Mettez ça aussi dans un coin de votre tête. Est-ce que AI Art Impostor est toujours en accès anticipé ou non? Ça, je vous laisse deviner, c'est la surprise. Et cette année, donc, est sorti ce fameux Palworld, nouveau jeu estampillé Pocket Pairs, croisement incongru entre Fortnite, The Legend of Zelda Breath of the Wild, Minecraft, Ark, Survival Evolved et Pokémon, bien sûr. Ça fait vraiment l'effet d'un gâteau fondant au chocolat coquille Saint-Jacques et tagliatelle carbo. Enfin, voilà, Palworld, un jeu qui avait été annoncé à l'Indie Live Expo en juin 2021 et qui avait déjà fait parler de lui à l'époque pour ses représentations de monstres de poche avec des gros bazookas dans un monde où papillusion rime avec explosion, ce qui lui avait valu par ailleurs l'appellation assez injustifiée mais certainement très appréciée par les équipes marketing de Pocket Pair de Pokémon avec des flingues. Le jeu devait sortir en 2022, mais paf, changement de moteur de jeu, pandémie et surtout projet trop ambitieux, compte tenu de l'expérience très limitée de l'équipe. Palworld a vu gentiment sa sortie glisser jusqu'à ce début 2024, en accès anticipé évidemment, ce qui est déjà un petit exploit en soi, parce que c'est à peine si dans les notes sur le développement du jeu, il n'était pas précisé qu'au début de la production, les équipes ne savaient même pas ouvrir un logiciel. Bref, le jeu sort le 19 janvier dernier et là, c'est le carton plein, à un niveau rarement atteint dans l'industrie. 1 million d'exemplaires vendus en 8 heures, 2 en 24 heures, 8 en 6 jours. Un succès fou, a fortiori que mercredi dernier, le jeu aurait atteint plus de 2 millions de joueurs simultanés sur Steam, devenant ainsi le premier jeu depuis un autre, PUBG, à atteindre ce chiffre monstre. Vous allez me dire, mais Lex, c'est incroyable, le jeu doit être fou. Alors, fou, oui, pourquoi pas, mais il me semble que c'est un petit peu plus complexe que ça. Bien sûr, beaucoup de joueurs, de joueuses et une partie de la presse spécialisée y ont trouvé quelque chose, retenant souvent des boucles de gameplay plutôt engageantes, le plaisir de découvrir des mécaniques de jeu très nombreuses, un jeu quand même assez laid, bourré de bugs, oui, aussi, mais simplement, le jeu s'en est tiré et s'en tire encore honorablement pour la majorité de celles et ceux qui l'ont testé. Sauf que les gens, si l'on parle autant de Palworld ces derniers jours, ce n'est pas autant pour parler du jeu lui-même que pour parler des controverses et des polémiques qu'il génère en lien avec une autre franchise du jeu vidéo, Pokémon. Et là, je dois vous avouer qu'il est assez délicat d'en parler, notamment d'angler correctement le sujet, tant le jeu a généré une scission fondamentalement caricaturale entre d'un côté les défenseurs et défenseuses de The Pokémon Company hurlant au plagiat, notamment des épisodes Pokémon Scarlet et Écarlate, et se donnant corps et âme sur les réseaux sociaux, études de modèles 3D à l'appui, pour littéralement défendre la franchise la plus lucrative au monde, et ce depuis des années. Vraiment arrêtez de faire ça. Et d'un autre côté, celles et ceux qui se sont mis en position de défendre Pocket Pairs comme s'il s'agissait de leurs parents ou tout du moins d'un respectable outsider du simple fait d'être indépendant, masquant de fait les pratiques objectivement peu éthiques du studio quant à sa façon de concevoir le jeu vidéo dans tous les sens du terme. Oui, les gens, au-delà du jeu, la sortie et le succès de Palworld auraient pu et auraient peut-être dû nous permettre de nous questionner au fond au sujet du droit d'auteur, au sujet de la captation de nos imaginaires culturels par des multinationales, de nous questionner aussi quant aux pratiques plus que douteuses du studio Pocket Pairs, quant à son marketing racoleur et cynique, quand il n'est pas simplement fallacieux, de nous interroger quant à la conception de Takuro Mizobe, des travailleurs et des travailleuses du jeu vidéo, de la création et de l'éthique du développement et de la structuration elle-même d'un jeu, de ses mécaniques, de sa direction artistique, de son level design autour d'une incentive globale qui consiste littéralement à ce que l'on sorte du jeu pour aller en parler sur les réseaux sociaux. Et là, je ne vous parle même pas de cet excellent article d'Esteban Green, docteur en sciences de l'information et de la communication et accessoirement immense beau gosse de ce chat Twitch, évidemment. Article que je vous mets bien sûr en description, qui se questionne sur le lien entre Palworld et le capitalisme tardif,
et qui retient notamment l'idée assez vertigineuse du caractère inévitable de l'apparition de Palworld en 2024 à l'heure de la plateformisation des outils de développement du jeu vidéo, faisant de Palworld un jeu plus bricolé que créé, aux mécaniques poussées par la structure même de base du moteur de jeu Unreal Engine, à l'heure aussi de la recherche par les joueurs et les joueuses d'expériences respectant plutôt des canevas ludiques classiques que novateurs, etc. Je cite l'article. Bref, les gens, autant de réflexions qui peuvent se révéler pertinentes et que je vous invite à découvrir en allant jeter un œil à cet article. Non, ce n'est pas de ça dont on a parlé pour Palworld. Tout au plus, les détracteurs ont-ils fustigé l'utilisation de l'intelligence artificielle générative pour le jeu, pourtant non prouvée à ce jour, fustiger la reprise d'éléments 3D issus des jeux Pokémon, encore une chose à prouver, même si de ce côté, la Pokémon Company a déclaré cette semaine, je la cite... Alors, on dit pas qui, mais il y a un jeu dont tout le monde nous gonfle avec en ce moment. Voilà, on va vérifier s'il y a des trucs à nous, parce que nous, les droits d'auteur, les brevets, vous savez, on adore tous les attraper. Et si on trouve un truc, vous allez voir que le fameux Pokémon avec des flingues, ça va plutôt être une autre façon de parler de nous. Voilà, bon, il parle un petit peu comme ça à la Pokémon Company, mais en attendant, rien de plus. Ce qui est une position des détracteurs très curieuse par ailleurs, puisque vraiment, s'il fallait démonter le jeu, il y avait toujours l'angle de la consommation éthique, en forçant sur la personnalité de Takuro Mizobe pour ce qu'il représente de pas super incroyable pour le monde du jeu vidéo, même si dans les deux cas, le résultat aurait été et est un échec puisque Palworld a déjà été vendu à 8 millions d'exemplaires et n'est pas encore prêt à s'arrêter. Et si je devais personnellement, les gens, retenir qu'une seule chose de cette affaire Palworld, dont on ne parlera probablement plus dans quelques semaines, en ce que le jeu sera remplacé par d'autres bootlegs AA vu la taille de la porte qui a été ouverte, eh bien c'est précisément de à quel point les joueurs et les joueuses de jeux vidéo sont déjà si prêtes et si prêts, si enclins à jouer à un jeu pourvu qu'il soit fun, qu'importe les allégations d'utilisation d'intelligence artificielle générative, qu'importe celle de vol de travail créatif, qu'importe l'originalité, qu'importe la finition, qu'importe toute l'éthique de création sous-tendue par une production comme Palworld, puisque c'est peut-être ça le plus grand enseignement du jeu, les discours ambiants, mention spéciale aux streamers et streameuses et journalistes spécialisés qui pour certains et certaines d'entre elles et d'entre eux ont fait un taf absolument dégueulasse sur la question, les discours ambiants donc et les modes de production ont déjà eu raison du lien apparent entre les travailleurs et travailleuses culturelles et leur création. Le chemin pour les ressouder dans l'imaginaire collectif semble avoir encore pris une longueur supplémentaire. Il y a définitivement du boulot, les gens. Mais écoutez, vous le savez, c'est la ligne de l'émission. Il faut garder espoir et rester en mouvement. Et ça tombe bien. C'est ce que j'essaye d'inciter à faire tous les vendredis 10h midi pendant cette émission, histoire qu'on passe progressivement d'un Pokémon avec des flingues à des travailleurs avec des droits. C'est quoi mes restrictions? Ça veut dire quoi? Ah non, merde. On en parlait la semaine dernière dans l'émission. On est actuellement dans le grand bain des cérémonies américaines de récompense de prix. On avait eu le droit au 81e Golden Globe le 7 janvier dernier. On aura le droit au 66e Grammy Awards la semaine prochaine, le 4. On met aussi fin février les Oscars scientifiques et techniques parce que pourquoi pas. On aura le droit aussi au SF Awards, récompense cinématographique décernée par le syndicat des acteurs de cinéma et de télévision aux États-Unis. Et en mars, ce sera au tour des Cinema Audio Society Awards, des American Society of Cinematographer Awards, des ICG Publicist Awards, des Razzie Awards et le 10 mars prochain, des fameux 96e Oscars qui font traditionnellement la clôture de cette grande ligne droite de récompenses. Oscars 2024 dont ce mardi ont été annoncées les nominations qui sont toujours un moment de levée de voile sur certaines tendances de l'industrie. Je vous propose de voir un petit peu ce que l'on peut en tirer. Dans un premier temps et sans surprise, qu'on se retrouve avec certaines similitudes avec les nominations des Golden Globes 2024, d'où les 13 nominations pour le film Oppenheimer de Christopher Nolan, c'est énorme, 11 pour Poor Things de Yorgos Lanthimos, 10 pour Killer of the Flower Moon, faisant de Martin Scorsese le réalisateur le plus nominé de l'histoire et de Lily Gladstone la première actrice amérindienne à concourir pour le titre de meilleur acteur, meilleure actrice de la compétition, 8 nominations pour Barbie et belle surprise côté France, on en parlait dans le chat à l'instant, 5 nominations aux Oscars pour Anatomie d'une chute de Justine Triet, notamment dans les catégories meilleur film
film et meilleur réalisateur-réalisatrice. Anatomie d'une chute, parlons-en un petit instant. Rappelez-vous cette tribune de Justine Triet à l'annonce de sa Palme d'Or à Cannes, dont elle avait profité pour exprimer son désaccord, on va dire ça gentiment, avec le gouvernement en pleine réforme des retraites. Une tribune qui lui avait valu des saillies publiques de la part des membres du gouvernement et de la majorité présidentielle, l'absence de messages de félicitations du président, mais surtout, qui lui avait valu de ne pas être choisi par la commission nommée pour sélectionner l'œuvre cinématographique de longue durée qui représentera la France à l'Oscar du meilleur film international. Commission supervisée, faut-il le rappeler, par le ministère de la Culture, par des représentants du CNC et d'Unifrance, dont les présidents sont appelés à participer aux discussions, dira-t-on, sans pour autant avoir de droit de vote. Président du CNC, je le rappelle également, Dominique Boutonnat, dont le passif avec le pouvoir en place est au moins aussi lourd que les plaintes d'agression sexuelle dont il fait l'objet. Il vote pas, mais il est là et il discute. Je vous passe les détails, mais beaucoup de gens sont d'accord pour dire en interne que le combo tribune de Justine Triet plus le fait que le film n'est pas intégralement en français ont fini d'achever la décision de ne pas le présenter aux Oscars et lui préférer La Passion de Dodin Bouffant de Tran Anh Hong pour représenter la France. Et résultat, grosse réussite, un 5 étoiles TripAdvisor. Félicitations d'un jury imaginaire. Le film de Tran Anh Hong n'est finalement nominé nulle part. Le film n'a juste pas été sélectionné par l'Académie des Oscars, contrairement à Anatomie d'une chute qui, poussé aux États-Unis par son distributeur américain, est revenu par la grande porte et a topé ces 5 fameuses nominations. Le distributeur américain, c'est Neon, Perfect Days, All Boy, Parasite, CE. À ce rythme-là, c'est plus un nez creux, c'est une caverne. Et bien évidemment, la première récompense déjà reçue pour Anatomie d'une chute, c'est ces tweets, un rien forcé de la ministre de la Culture d'un côté, Rachida Dati, qui a dû se sentir bien obligée de féliciter le film, rappelant au passage que la France est la patrie historique du cinéma et que c'est très important pour le soft power du pays. Et d'un autre côté, les tweets de Dominique Boutonnat lui-même, je le cite: « Toutes mes félicitations pour leur nomination à l'équipe d'Anatomie d'une chute, particulièrement à sa réalisatrice et scénariste Justine Triet. Ce film, soutenu par l'avance sur recette du CNC, est le symbole du succès public et critique. Nos films à l'international en 2023. » Buvez une grande gorgée de la mer morte, ce sera toujours bien moins salé que ces tweets. Bref, 5 nominations pour Anatomie d'une chute, c'est un chouette retour de bâton qui a dû faire crisser plus d'une dent pour un film pourtant bien brillant, mais ce n'est pas tout ce qu'il fallait retenir de ces nominations. Les gens, mention spéciale au garçon et le héron de Hayao Miyazaki dont on avait déjà parlé dans l'émission et qui est donc nominé au titre de meilleur film d'animation, un Oscar qu'il devrait, sauf surprise de dernière minute, remporter face à Élémentaire, à Nimona, à Mon ami Robert et à Spider-Man Across the Spider-Verse, et ce quelques jours après avoir remporté déjà le Golden Globe du meilleur film d'animation, ce qui ferait à Hayao Miyazaki un deuxième Oscar sur sa cheminée Totoro aux côtés de celui qu'il avait déjà reçu pour Le Voyage de Chihiro. Est-ce qu'il ira le chercher cette fois-ci? L'attente est insoutenable, vraiment. Mention également au court-métrage d'animation français Pachyderme, également en lice pour les Oscars, court-métrage de Stéphanie Clément qui traite de l'inceste et de l'amnésie traumatique. Il faut aussi souligner, les gens, à quel point les plateformes de streaming sont déjà les grandes gagnantes de ces Oscars, et notamment Netflix avec 18 nominations. Merci Maestro de Bradley Cooper et ses 7 nominations, dont celle pour le meilleur film. 18 nominations qui ont permis à Netflix d'être devant Apple, et ces 13 nominations, principalement supportées par Killer of the Flower Moon de Martin Scorsese et Napoléon de Ridley Scott, mais qui ont surtout permis à ces plateformes d'être devant les sociétés de production à l'ancienne qui ont bien du mal à tenir le pavé, si ce n'est Universal, dont toutes les nominations sont pour Oppenheimer de Christopher Nolan. Et je ne cite évidemment pas Disney, qui au total voit ses productions nominées 20 fois. C'est l'avantage de détenir la terre entière, dont Searchlight qui a vu son film Porcine nominé 11 fois. Et puis, s'il y a bien peut-être une chose à retenir de ces Oscars 2024, c'est bien l'absence de Greta Gerwig et de Margot Robbie, respectivement réalisatrice et actrice principale du film Barbie, dans leur prestigieuse catégorie. Là où Ryan Gosling, lui, est bien nominé pour son incroyable interprétation de Ken. C'est ironique, évidemment, une absence de Greta Gerwig et de Margot Robbie, d'autant plus remarquable qu'il s'agit de l'un des films les plus importants de l'année dernière, qu'on l'aime ou non, et que cette absence est à corréler avec la faible représentation cette année encore du nombre de femmes dans la compétition, dont les restes de Boys Club blancs sont encore largement tenaces. Une absence, enfin, qui doit faire écho à des polémiques que les Oscars ont rencontrées ces dernières années. Souvenez-vous du hashtag Oscar So White en 2015, souvenez-vous aussi du très sec « Félicitations aux hommes » de l'actrice Issa Rae en
référence à l'absence de femmes dans la catégorie meilleur réalisateur, meilleure réalisatrice en 2020 et au fait que l'Académie n'avait à l'époque récompensé de son histoire qu'une seule réalisatrice, Catherine Bigelow. En 2021, il y aura eu aussi Chloé Zhao pour No Man's Land. Et comme en témoigne ce chiffre de Business Insider sur les années 2010-2020 aux Oscars, 89% des nominations au cours de la dernière décennie ont été attribuées à des blancs, malgré une année 2020 exceptionnelle de ce point de vue, grâce au succès littéralement sans précédent de Parasite. Des chiffres bien connus de l'Académie, qui est entré ces dernières années dans un long processus d'assainissement. Je vous invite à réécouter l'épisode de l'année dernière sur les Oscars 2023 pour vous rappeler à quel point c'était déjà très loin d'être gagné. Mais les Oscars 2024 étaient porteurs d'espoir, d'abord parce que ça fait des années que leurs représentants déclament plus de « j'ai changé à la minute » que Nicolas Sarkozy à son discours d'investiture porte de Versailles en 2007. Souvenez-vous, j'ai changé parce que l'élection présidentielle est une épreuve de vérité à laquelle je l'ai pas du tout, mais les Oscars étaient porteurs d'espoir aussi, en ce sens qu'ils étaient les premiers à s'imposer que les films éligibles dans la catégorie du meilleur film répondent à 2 des 4 normes de représentation et d'inclusion. Je vous mets ces normes en description pour que vous puissiez y jeter un œil, mais ce sont des critères du type au moins 30% de tous les acteurs occupant des rôles secondaires et plus mineurs doivent appartenir à au moins 2 groupes sous-représentés, sauf qu'il n'en est rien, en tout cas pas pour cette année, probablement parce que certaines normes sont beaucoup moins contraignantes que d'autres pour les studios. La 4e norme revient peu ou prou à placer une personne issue d'un groupe sous-représenté au marketing ou à la distribution. Super. Et ensuite, parce qu'il y a toujours moyen de s'arranger, notamment en plaçant ces fameuses personnes issues de groupes sous-représentés à des postes éclatax sous-payés dans des équipes très secondaires. Yes, bien joué. Voilà les gens pour les Oscars 2024. On aurait pu aussi parler de la nomination de Godzilla Minus One dans la catégorie meilleurs effets spéciaux. Bravo à eux pour avoir bossé sur 610 plans à seulement 35, dans des conditions de travail qu'on peut imaginer tout à fait saines pour la santé, bien évidemment. Filez-leur la statuette sérieusement, où je fais une émission entière en imitant Nicolas Sarkozy. Bref, les Oscars 2024, ça s'annonce pas être si différent des Oscars ancienne version. Je vous mets mes pronostics en description pour le jeu, pour le plaisir, vous me partagerez les vôtres. Et puis, on regardera ça d'un œil le 10 mars prochain, en croisant les doigts pour que Justine Triet cartonne toutes ses nominations, ce qui lui donnerait de nouveau une jolie tribune, l'occasion de s'exprimer et pourquoi pas de participer une nouvelle fois encore, même de loin, de l'anatomie d'une lutte. Mes petits amours, allez vous laver les papates, on va passer à table. Oui, Marie, ça sent trop bon, j'ai trop faim. Mais qu'est-ce qu'elles grandissent, nos petites merveilles! Dans 1 an et demi, c'est l'âge de se reproduire, hein? Tiens, mange. Ici Jean-Yves Lapude, votre empereur. Voilà ce qui va se passer. On va détruire votre planète, donc ce serait mieux de la quitter. J'ai rien compris. Je crois qu'il a dit canette. Ah, moi j'ai compris courgette. Pardon, mais ils sont complètement débiles, non? J'ai pas de regrets là. Allez, on y va, c'est parti. Écoute-moi bien, Lapude. Ne pense même pas une seule seconde toucher un seul poil à ces petits lapins trop mignons. Je te laisse 20 secondes. 19 secondes. 18. 15. Oh, autant en vaisseau, ils sont à la pointe de la technologie, ça on peut pas dire. Mais par contre, niveau haut-parleur, faut repasser, hein. Allez, on passe à table. Ouais, voilà, on va manger des carottes encore. Oh la vache! Ça a bien pété, elle a bien pété celle-là, hein. On les prévient en plus, non? Et je passe à 12, ouais, je saute 13. Ça te pose un problème? Et vas-y, 5. Et 4. Lapude réfléchit bien. Et de 2. Et je remonte à 10. On va te laisser un peu de temps parce que t'as pas l'air de bouger. Et je descends à 8.
Qu'est-ce que je viens de voir au jus ? Ça, c'est peut-être la question que vous vous êtes posée à la vision ou à l'écoute si vous suivez l'émission en podcast de cette première bande-annonce ou en tout cas de ce premier teaser de Star Pets, nouvelle production audiovisuelle d'Ubisoft Film and Television, mais surtout projet tout à fait étrange. Écoutez ça bien, une comédie animée en faux stop motion puisque la série est produite en réalité virtuelle sur le logiciel Quill, le tout revisitant l'univers des lapins crétins, ces célèbres personnages et désormais célèbres franchises des studios Ubisoft, mais à destination d'un public adulte. Une série coécrite par Eric Judor, H, La Tour Montparnasse Infernale, Problemos, Eric et Ramsey, vous connaissez, en collaboration avec Baptiste Nicolai et Afid Benamar qui avaient tous déjà bossé ensemble sur la série Platane. Le tout réalisé par Stéphane Berla qui avait déjà co-réalisé le plutôt chouette film d'animation Jacques et la mécanique du cœur sorti en 2013, mais surtout le clip vidéo déjà en stop motion de Quan, King of Sea, et c'était déjà très sympa. Le tout pour une sortie prévue sur Amazon Prime, on sait pas trop quand. Mais avant d'hurler Camoulox, les gens attendaient d'en apprendre un petit peu plus sur l'histoire, puisque Star Pets nous racontera l'histoire absurde d'une prophétie, celle de l'élu qui mettra fin à la tyrannie de l'empereur intergalactique John le Douche. Sauf que, problème, l'élu est héroïquement décédé. Heureusement, juste avant de mourir et afin de transmettre son héritage, il a transféré son brillant cerveau dans le corps d'un lapin crétin. Sauf que, nouveau problème, du fait des soucis de bande passante qu'on connaît bien ici à Soft Power, l'élu n'a pu transférer que 25% de son cerveau. 25% qui devront désormais sauver l'univers. C'est donc sur cet improbable pitch qu'on travaillait et que travaillent encore les animateurs et les animatrices en réalité virtuelle d'Ubisoft Film and Television, anciennement Ubisoft Motion Pictures, filiale française orientée production cinématographique et télévision de l'éditeur de jeux vidéo Ubisoft, qui s'est donné, comme beaucoup d'autres entreprises à la fin des années 2000, l'objectif de transposer ces franchises jeux vidéo sur tous les supports possibles tout en les produisant, d'où la série télévisée d'animation Les Lapins Crétins Invasion diffusée en 2013, d'où le terrifiant Assassin's Creed sorti en 2016 de Justin Kurzel avec Michael Fassbender et Marion Cotillard qui était littéralement un film d'horreur mais avec un S à la fin du mot horreur, c'est le plot twist, d'où aussi la série d'animation Captain Laserhawk d'Adi Shankar mais surtout des talents de chez Bobby Pills sur Netflix qui était pour le coup assez chouette et qui est pour le coup assez chouette, mais d'où surtout les annonces de production à venir, autant au cinéma que sur plateforme de streaming, Ghost Recon chez Warner Bros, The Division, Beyond Good and Evil et une série Assassin's Creed chez Netflix, Splinter Cell chez Paramount, Just Dance chez Screen Gems ou encore Child of Light, Skull and Bones et Far Cry, sans parler des rumeurs d'une série d'animation Rayman. Et Ubisoft and Television veut par ailleurs que vous le sachiez, puisque ces projets sont constamment cités dans la description de leurs vidéos YouTube, quel que soit le projet, ce qui n'est pas vraiment commun. Ubisoft se révélant dès lors tout aussi prompte à exploiter ses franchises que ses travailleurs et travailleuses culturelles quand ils ne les harcèlent pas directement. Petit aparté par ailleurs pour souligner qu'on a appris hier que le tribunal de Bobigny allait poursuivre 3 anciens responsables du pôle édito d'Ubisoft, dont l'ex-directeur créatif du groupe. 3 anciens responsables dont l'un d'eux, selon le site d'investigation, l'informait que, je cite, « serrer les dents, ça va faire mal », ordonnait à une collaboratrice en jupe de faire le poirier dans l'open space, lançait des films pornographiques sur les ordinateurs, barbouillait de feutre le visage d'une salariée, pratiquait régulièrement chabit ou jouait à embrasser des collègues sur la bouche par surprise. C'était ça l'ambiance chez Ubisoft il y a encore quelques années et on n'a pas tant de nouvelles que ça d'amélioration radicale depuis. Fin de l'aparté. Bref, une volonté d'exploitation des franchises Ubisoft hors du terrain vidéoludique, d'où la refonte d'Ubisoft Motion Picture en 2016 avec l'arrivée de Gérard Guillemot à sa tête pour devenir Ubisoft Film and Television, séparant de fait les productions live à Los Angeles et les productions animées à Paris. À Paris, dans des studios qui accueillent un gros incubateur, supervisé par Yannick Castin, un ancien d'animation où apparemment il y a des sous et où l'on recherche beaucoup une patte graphique particulière des productions animées Ubisoft, très empreintes, on le veut, des expériences vidéoludiques, comme la retranscription animée de bugs dans les jeux, ce genre de choses. J'ai lu beaucoup trop d'interviews qui ne servent à rien. Et pour mieux comprendre la stratégie d'Ubisoft en termes de production audiovisuelle, celle qui en parle le mieux, c'est encore Hélène Juguet, managing director de cette nouvelle société de production. Je la cite: on a fait un recentrage stratégique pour proposer aussi des œuvres plus proches du cœur du cible d'Ubisoft, à savoir des jeunes adultes, ce qui doit faire le lien avec un ancien numéro de Soft Power où l'on parlait du boom actuel de l'animation pour adultes qui est dans une forme d'âge d'or actuellement, comme le souligne Hélène Juguet d'ailleurs, que je continue de citer.
d'autant plus que les séries d'animation pour adultes commençaient vraiment à exploser, avec d'un côté la comédie occidentale noire à la BoJack Horseman ou Rick and Morty, et de l'autre des animés japonais de plus en plus regardés par les occidentaux. Et on en avait déjà discuté pour tout un tas de raisons, de maturation du marché de l'animation, d'acceptation générale progressive que l'animation n'est pas un genre pour enfants, mais bien un médium à part qui peut raconter tout type d'histoire, d'acceptation aussi, comme en témoigne le récent 2e livre blanc de l'animation pour adultes de John Evershell, que les productions pour adultes n'ont pas toutes à être des comédies potaches et trash, et ne le seront d'ailleurs pas tant à l'avenir, puisque selon le livre blanc, plus de la moitié des futures œuvres animées pour adultes déjà signées seront empreintes d'autres genres que la comédie, et aussi pour une raison sans doute beaucoup moins glorieuse de production, comme le soulignait Chris McCarthy, le propriétaire de Comedy Central, où l'animation a été particulièrement pandémie-proof et grève-proof, permettant aux entreprises de s'appuyer sur des animateurs et des animatrices bien souvent isolés et aux conditions de travail très discutables pour continuer à produire des fictions pour adultes, même en période de crise sociale, économique ou sanitaire, même s'il faut bien reconnaître qu'il semble, les pincettes sont d'usage, surtout vu le passif de la boîte, que selon certaines interviews des équipes qui ont travaillé sur différents projets Ubisoft Film and Television, et notamment sur Captain Laserhawk, qu'ils ne sont peut-être pas les pires sur ce marché. Et donc, les gens, au milieu de tout ça, Star Pets, production Ubisoft basée sur les lapins crétins pour adultes, avec Eric Judor, pour une date de sortie encore non annoncée. Et en plus, ça a l'air sympa. Que voulez-vous que je vous dise si ce n'est... Voilà, c'est la fin des news de cette semaine. On aurait pu parler du fait que le régulateur chinois a décidé de faire machine arrière et de retirer de son site internet le projet de loi qui devait encadrer les achats et récompenses proposés dans les jeux vidéo. Un affichage qui avait mis à mal bon nombre d'industries du secteur déjà bien impactées par les précédentes lois de régulation du marché du jeu vidéo chinois, notamment quant à l'accès des jeux aux mineurs, projet de loi au sein duquel était notamment imposé aux développeurs d'intégrer dans leurs jeux, dans certains cas particuliers, des pop-up qui s'afficheraient en cas de comportement irrationnel du joueur ou de la joueuse, comme, donner son soutien public à la télévision à un acteur accusé d'agression ou d'abus sexuels. J'imagine, comportement irrationnel. Après la musique, après le jeu vidéo, on aurait pu aussi parler du bilan 2023 de Netflix, et tous les chiffres sont au vert pour le N Rouge qui, entre octobre et décembre de l'année dernière, a gagné 13 millions d'abonnés supplémentaires. C'est énorme, menant le total à 260,28 millions de foyers abonnés dans le monde. La fin du partage de comptes semble avoir bien eu l'effet escompté, à moins que tout le monde se soit abonné en préparation de la diffusion de la série en prise de vue réelle Avatar, le dernier maître de l'air, qui s'est dévoilé cette semaine dans une nouvelle bande-annonce remplie à ras-bord d'effets spéciaux et de fonds verts. Ok, c'est pas très choucard, mais en vrai ça m'a donné un petit peu envie. Rendez-vous le 22 février prochain pour la mise en ligne. On aurait pu faire un petit détour du côté des Tortues Ninja pour parler des grandes ambitions d'IDW Publishing pour cette année, avec notamment un nouveau volume 1, un nouveau numéro 1 cette année pour la série mensuelle Teenage Mutant Ninja Turtles, et pas avec n'importe qui s'il vous plaît, Jason Aaron à l'écriture, connu notamment pour son travail sur Thor, sur Wolverine, etc. Et au crayon, Raphaël Albuquerque, Joel Jones, Cliff Chiang et Chris Burnham qui alterneront pour l'illustration des 4 premiers numéros. On a déjà quelques dessins préparatoires, ça va être mortel, et au contraire revivifiant pour la franchise TMNT qui se cherche toujours un navire entre deux pizzas. On aurait pu parler aussi de cette centaine de cinéastes taïwanais qui ont publié une tribune afin d'exprimer leurs inquiétudes suite aux récentes déclarations et changements de braquet pour le programme de cofinancement international de Taïwan, afin de s'orienter vers des films plus grand public et des projets plus commerciaux. Ça devrait vous rappeler 2-3 choses qu'on a pu dire il y a un mois au sujet du rapport de la Cour des comptes sur le financement du CNC en France. Tiens. De la même façon, on aurait pu aussi creuser le sujet Prime Video, qui est sur le point de réorienter le financement de ses programmations originales vers 2 groupes régionaux propriétaires. D'un côté, Union européenne établie avec la France, l'Italie, l'Allemagne, etc. Et de l'autre, Union européenne émergente avec le Benelux, les pays nordiques, qui doivent être absolument ravis, hyper contents d'être l'Union européenne émergente. Mais ce qui est sûr, c'est que cette restructuration en 2 pôles va marquer une baisse des investissements dans les programmes originaux en Afrique subsaharienne et dans le Moyen-Orient, pour ce que Barry Furlong, président de Prime Video pour la région EMEA,
Europe, Middle East and Africa, c'est ça, appelle un rééquilibrage et pivotement, c'est joliment dit. Et voilà, on aurait pu aussi évoquer que la plateforme de streaming Paramount Plus est accusée d'avoir volontairement censuré une dizaine d'épisodes de South Park en France, sans qu'on sache trop pourquoi par ailleurs. On aurait pu parler aussi de l'annonce d'un film et d'une série en prise de vue réelle basée tous deux sur le manga à succès Oshinoko, ou encore que selon un rapport d'Ampere Analysis, le nombre de saisons commandées aux États-Unis a été divisé par 2 entre 2019 et 2023. Il y aurait eu des choses à dire là aussi. On les dira par ailleurs peut-être une autre fois, puisque maintenant, une fois les news terminées, c'est l'heure des recommandations de la semaine. Seulement 3 recommandations cette semaine, les gens, par manque de temps. J'ai vraiment terminé de préparer cette émission à la toute dernière seconde après une sacrée nuit blanche. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. C'est parti pour les recommandations de cette semaine. Avoir bien plus de force que montré. Chez les alchimistes, le laboratoire 3 porte les traces d'un affrontement très violent. En regardant à travers une trappe, on entend, sans rien voir, le râle d'un monstre. Ou bien lorsque le sonneur ouvre la porte pour récupérer la bouteille posée devant son abri, on l'entend, cela suffit. En revanche, bien que les émotions ne soient que peu visibles... Les gens, si vous n'avez jamais eu l'occasion de tester le jeu Chant of Sennaar développé par Rundisk, foncez, c'est une énorme claque, un jeu largement inspiré du mythe de la Tour de Babel, dont votre périple en tant que joueur ou joueuse vous amènera à devoir observer, à écouter, à tenter de comprendre et de déchiffrer de mystérieuses langues anciennes avant de restaurer les connexions entre les différents peuples de la Tour. Et lorsque vous serez arrivé au bout de votre aventure, foncez également sur cette nouvelle vidéo de la chaîne vidéo Game is Art, une toute petite chaîne pour laquelle je vous invite à donner de la force, qui propose cette semaine une exégèse absolument passionnante du jeu sur une vidéo de quasi 1h30, contemplant puis analysant notamment la dualité entre humilité et verticalité, 2 aspects très forts du jeu, aussi bien rendus en termes de mécanique, de visuel que de son, 2 aspects dont l'apparente contradiction pourra trouver une forme de solution dans l'abolition de la verticalité. Et ça tombe bien, puisqu'abolir la verticalité, l'art de Chant of Sennaar, c'est précisément le titre de cette vidéo de Video Game is Art, et c'est sur YouTube que ça se passe. Ouais, je comprends, mais j'ai l'impression qu'on a tous les deux des attentes, je dirais pas opposées. Ouais. Mais qu'en tout cas, le contraste entre nos attentes respectives par rapport au cinéma façonne un peu le constat ou la nature du dépit qu'on a en entendant les critiques parler. Comme vous attendez beaucoup qu'on parle du risque. Écoutez, les gens, je crois bien que j'avais jamais recommandé jusqu'à maintenant une vidéo avec François Bégodeau sur la chaîne. Eh bien, c'est chose faite, même si c'est surtout pour moi une façon de vous parler de la chaîne qui héberge cette vidéo en général, mais soit, cette semaine, la très chouette chaîne Un Rayon Décalé, qui s'intéresse globalement au cinéma en détail et à son rapport aux politiques, propose le dernier épisode de sa série de discussions avec des invités autour de la vertigineuse question: y a-t-il un fond et une forme dans une œuvre cinématographique? Une question qui a amené pendant plusieurs mois à des conversations qui ont été tenues avec Alain Brossat, professeur de philosophie, avec d'autres vidéastes cinéma comme l'excellente chaîne Microciné dont on avait parlé ici avec Artopolis, avec Cinefiles, et pour ce dernier épisode avec l'écrivain François Bégodeau. L'occasion de parler de réalité matérielle des films, de la place de la technologie, des attentes que l'on peut avoir vis-à-vis du cinéma et comment celle-ci génère notre rapport à lui. Tout un tas de questions et de sujets qui sont brassés pendant plus d'1 heure sur cette thématique. Je vous invite largement à écouter l'ensemble des épisodes précédents et pourquoi pas, à découvrir le reste de la chaîne qui contient de bien chouettes moments. Qui est surtout plus belle. Je pense que c'est important de parler de la réalité et des difficultés de production. Pour les UX designers, parce que c'est pas forcément un métier hyper connu et popularisé dans le jeu vidéo, mais pour tous les autres métiers aussi. Et du coup, en pratique, tout ce que je viens de vous expliquer, c'est beaucoup plus compliqué. Pour commencer, c'est impossible de poser un bon onboarding tant qu'on n'a pas toutes les mécaniques du jeu. Comment penser une introduction et une manière d'expliquer les règles d'un jeu si on sait même pas encore clairement ce qu'on va proposer dans le jeu? C'est là où réside toute la difficulté. Penser l'onboarding assez tôt dans le process, pour pouvoir le penser de manière intelligente et immersive, être sûr qu'on va pouvoir le faire correctement, mais pas le penser trop tôt non plus, parce que vous n'avez pas forcément tous les mécanismes. 2, c'est le budget. Comment les jeux nous apprennent à jouer, c'est le titre de cette très chouette vidéo, décidément, de la chaîne de What the Fuck UX, qui s'intéresse cette semaine à la question de l'onboarding dans le jeu vidéo, ce processus qui guide les nouveaux joueurs et les nouvelles joueuses à travers les premières étapes de leur jeu, que ce soit par des tutoriaux, des missions d'introduction, des conseils, voire pourquoi pas des vidéos YouTube. Et si vous ne voyez pas tout à fait de quoi je parle, cette vidéo est totalement faite pour vous, comme elle était faite pour moi, puisque précisément la vidéaste de What the Fuck UX
s'intéressent à la typologie des onboarding, à leur nécessité dans le jeu vidéo, à leur adaptabilité à leurs utilisateurs ou utilisatrices et notamment à leur connaissance préalable de comment les développeurs et développeuses tirent votre motivation pour que vous fassiez vos premiers pas et la très intéressante dernière partie relative à la place de l'onboarding dans la vraie réalité des vrais développeurs de jeux vidéo. J'y connais rien, ça a l'air bien et notamment de l'enfer que c'est de devoir le penser très en amont dans la production. Chouette vidéo pour une chaîne que je vais personnellement suivre avec beaucoup de plaisir. Comment les jeux nous apprennent à jouer sur la chaîne What the Fuck UX et c'était déjà les gens la dernière recommandation de cette semaine. Voilà, c'est la fin de Soft Power. On se retrouve comme d'habitude vendredi prochain pour un nouveau numéro. Numéro un petit peu particulier la semaine prochaine puisqu'il sera en lien avec le festival Les Intergalactiques pour un projet collaboratif sobrement baptisé Science-Fiction et Révolution. Et c'est donc autour de cette thématique que tournera autant que faire se peut l'émission de la semaine prochaine. On aura peut-être des news un petit peu plus datées au passage pour tenir le sujet, mais ça va être sympa. Venez quand même. Si vous êtes arrivé en cours et que vous souhaitez rattraper le début de l'émission, voire pourquoi pas réécouter les anciens numéros de Soft Power, ce que je vous invite toujours à faire, c'est possible. Direction le format audio sur toutes les plateformes de podcast ou le format vidéo sur la chaîne YouTube Lex Tutor VOD, tous les liens en description. Je vous remercie d'avoir été présent et présente aujourd'hui comme chaque semaine pour ce numéro de Soft Power, votre matinale pop culture préférée du royaume champignon à l'exception de toutes les autres. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'émission et en attendant, prenez soin de vous et prenez soin des gens qui vous entourent. Allez, ciao!